il n'y a aucun pénis de client qui est venu en moi. Moi, on ne me fait pas de cul, on ne me fait pas d'anulingus, on ne m'embrasse pas. Moi, la seule pratique que je fais, c'est la masturbation. Plus de ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Mais en fait, il faut toujours que ça soit en lien avec le fait que j'aime ça, avec le fait d'aimer le faire, et d'aimer le faire à n'importe qui. Ensuite, il y a quelque chose que j'adore faire, c'est ce qu'on appelle l'edging et le tease and denial. L'edging, c'est branler un homme pendant très longtemps, sans jamais le faire jouir, mais en le faisant monter tout le temps, pas loin de l'orgasme, et le refaire redescendre, et le faire remonter, et le faire redescendre. Et c'est vraiment, moi, c'est hyper satisfaisant, mais ça peut être très stressant quand ça fait 40 minutes qu'on te branle et que t'as pas éjaculé, tu vois. Et ensuite, après, ça peut aller à des pratiques beaucoup plus hardcore, qui est le fist. Donc le fist, c'est mettre son poing ou sa main, et ensuite, il y a le deep fist, donc c'est aller mettre jusque ça. Ça rentre? Oui, j'ai déjà fait. Si, j'ai déjà fait. Et j'ai fait aussi le double fist, qui est le fait de mettre les deux mains. Il y a un gros mois que j'ai fait, parce que j'ai fait un tournage porno pour une boîte. J'ai fait 4000, par exemple. D'accord. 4000, pour moi, c'est un énorme mois. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau témoignage, car comme depuis maintenant plus de 2 mois, tous les dimanches à 16h, je reçois un ou une nouvelle invitée pour que cette personne nous raconte, et vous rencontre, mais surtout raconte, voilà, un bout de son histoire, parfois aussi une passion un peu folle, parfois une pathologie, mais aujourd'hui, on va aborder un métier, et oui, un métier qui est parfois, voire trop souvent, sujet à de nombreuses critiques et surtout à beaucoup trop de clichés. Et pour en parler, je reçois Charlie. Bonjour. Comment tu vas, Charlie? Ça va très très bien. Ça va en forme? Ouais. Il fait chaud, non? Il fait chaud. Il fait chaud à Paris. C'est la première fois que je vois Paris comme ça. Parce que, du coup, tu n'es pas parisienne. Non, je suis lyonnaise. Et ça va, Paris te plaît? Eh ben oui. Oui, j'aime beaucoup. Et donc, c'est ta première interview alors, pour parler de ton fameux métier? Exactement, c'est la toute première. Et ça va, t'es pas trop stressée? Non, parce que j'ai plutôt l'habitude des caméras. C'est vrai. Donc, je suis plutôt et tu es à l'aise, généralement. Ouais, de ouf. Alors Charlie, est-ce que tu peux d'abord nous balancer ton thème? Je suis travailleuse du sexe et aujourd'hui, je viens vous informer sur ce métier d'un thème. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Charlie, bah, tu viens de leur annoncer que effectivement tu viens parler de ton métier et j'ai très hâte justement d'en savoir plus et que les gens aussi en sachent plus pour éventuellement ouvrir leurs esprits. On l'espère. Mais avant ça, pour te mettre un petit peu à l'aise et dans le bain, j'ai envie de te faire tourner ma roue des émotions. En fait, c'est quoi le concept? J'ai associé une couleur à une émotion et j'ai envie de faire tourner la roue en fait à mes invités. Et le but, c'est qu'en tournant la roue, bah, forcément, la roue va s'arrêter sur une couleur. Et comme une couleur correspond à une émotion, j'aimerais que tu nous dises instinctivement à quoi te renvoie l'émotion sur laquelle tu es tombé. Je t'en prie, tu peux tourner la roue. Vas-y, hein, tu peux y aller fort, t'inquiète pas. Ouais, je vais y aller fort. Vas-y. Alright. Ah! Donc, Charlie, tu es tombé sur la couleur bleu ciel, qui correspond soit à soumission, soit à surprise. Toi, tu es tombé sur surprise. Alors, tu vas nous dire instinctivement à quoi te renvoie l'émotion de la surprise, mais vous aussi, n'hésitez pas à nous dire instinctivement, en commentaire, à quoi vous renvoie la surprise. Ça peut être en lien avec une anecdote, avec un souvenir récent ou moins récent. Vous avez le champ libre. Charlie! Alors, la surprise, je pense que c'est en lien au fait que j'aurais jamais imaginé que je ferais ce travail. Ah. Donc, de revenir un peu sur mon passé et d'être surprise de la femme que je suis devenue, je pense. Ah, donc tu penses que la Charlie de 10 ans, 15 ans n'aurait jamais deviné la Charlie d'aujourd'hui? Je pense que j'aurais jamais imaginé que je travaillerais dans le milieu du sexe. Ouais. Parce que quand tu avais 10-15 ans, quand la Charlie avait 10-15 ans, tu penses qu'elle aurait décrit comment la Charlie de 25? Alors, ça aurait été sûrement un métier. Je pense que j'aurais été dans un métier qui aide les personnes. Pendant très longtemps, j'ai voulu être musicothérapeute. Donc, aider les gens à travers la musique. Voilà. Ok. Donc, tu es surprise, mais c'est une bonne surprise. Très bonne. De finalement avoir découvert quoi? C'est une passion, une vocation ou un simple métier? C'est une passion et un métier.
pour moi. Un métier aussi qui se veut dans certains aspects artistiques. Oui. Donc finalement, t'avais pas tout faux à tes 15 ans. Oui. Tu restes un petit peu dans l'art, non? Oui, je suis toujours dans l'art. Oui, oui. Et j'espère aussi que ce témoignage nous réserve pas mal de surprises. Mais quand je dis surprise, c'est plutôt, oui, effectivement, en termes d'information. Parce que je pense que les gens peuvent être surpris de comprendre, je l'espère, que finalement, derrière ces 3 lettres, TDS, se cache tout autre chose aussi. Il y a un vrai métier. Et aussi des gens, des humains, qui parfois choisissent de faire ce métier. Charlie, moi, avant toute chose, j'avais juste envie de savoir, là, quand on parlait un petit peu, comment tu te voyais plus jeune, comment tu as grandi quand tu avais entre 0 et 18 ans? Très bonne question. Comment j'ai grandi? J'ai grandi dans une famille catholique. Ok. Très catholique, pratiquante. Mes parents ont eu 5 enfants, dont moi. Et j'ai été une élève plutôt studieuse, très motrice, très active. J'avais beaucoup de passions différentes, toujours du côté artistique. J'ai fait de la musique pendant 15 ans. J'ai été musicienne. J'ai fait un lycée spécifique pour faire de la musique. Donc j'étais vraiment dans une filière artistique. Et puis ensuite, après mes 18 ans, j'ai très très vite quitté le nid familial. Pourquoi? Je pense un besoin d'émancipation, vraiment. Un besoin de se sentir libre. Un besoin aussi de découvrir le monde aussi, de sortir de... Je viens d'un petit village, enfin d'une petite ville plutôt, en Charente. Un petit peu. Ah, en Charente. En Charente, donc de l'autre côté de la France. Et du coup, j'ai décidé de commencer d'abord une faculté de musique, que j'ai pas du tout aimée. Et ensuite, je suis partie être fille au pair en Suisse allemande, rien à voir. Et enfin, je suis arrivée à Lyon pour faire des études de sociologie. Et je voulais faire un master en études de genre, donc un master en lien avec le féminisme. Et c'est là que j'ai commencé aussi le TDS. Et puis finalement, j'ai arrêté ce master et je me suis mis en freelance total. Ok, oui. Donc là, tu nous as bien retracé tout ton parcours pro. Oui. Mais justement, avant de savoir comment tu as commencé le travail du sexe, là, tu as dit j'ai quitté le foyer familial parce que j'avais besoin de me sentir libre. Ça veut dire que dans ta famille, dans une famille religieuse, dans un petit village, tu ne te sentais pas à ta place? Alors, j'ai eu quand même quelques complications dans ma famille, l'air de rien. C'était une famille très dysfonctionnelle. J'avais une mère très dépressive et j'avais un père très violent. Donc on n'était pas une famille unie et pleine d'amour. Il y avait plein de choses négatives, entre guillemets, qui étaient présentes dans cette famille-là. Et du coup, il y avait aussi une manière de me protéger que de partir. Ah, parce que toi, tu souffrais de la situation, c'est ça, dans l'appartement familial? Oui. Et tes parents ont été présents pour toi, globalement, ou pas? Ils ont été présents comme ils pouvaient. Mais il faut savoir que mes parents n'ont pas eu de parents. Donc c'est très difficile de l'être quand on n'a pas eu d'exemple. Et du coup, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais malheureusement, ce n'était pas suffisant selon moi. Et tes frères et sœurs? Vous étiez soudés? Ouais, justement. À l'heure actuelle, on est très 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 en lien, les 5 enfants. Là où on prend un peu plus de distance avec mes parents. Par exemple, tous mes frères et sœurs ont quitté vraiment presque la région. Ils sont partis dans d'autres villes. Et donc quand tu es partie justement pour fuir un petit peu aussi cette ville, donc comme tu l'as dit, tu as commencé à faire des études, tu as arrêté, tu as repris, et c'est pendant ton master en sociologie que tu as commencé à te poser des questions sur éventuellement commencer un métier dans le sexe, ou avec le sexe, et pour le sexe. J'ai commencé à me poser des questions sur le travail du sexe quand j'ai commencé à être féministe. Donc quand j'ai commencé à lire des bouquins féministes, quand j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de la pensée féministe, donc plutôt quand j'étais en Suisse, j'ai commencé à beaucoup lire, écouter sur ce sujet-là. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'en avais 19. Ah oui, ça reste très jeune. Ça reste très jeune, en effet. Ok. Ouais. Donc tu t'es renseignée sur le féminisme? Je me suis renseignée beaucoup sur le féminisme, et puis j'ai toujours été passionnée du sexe. Donc j'ai commencé ma sexualité très jeune, et c'était une grosse part dans ma vie. Et il y a un moment donné où j'avais envie d'aller plus loin. J'avais envie que ça dépasse seulement le couple, seulement la chambre à coucher.
etc. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions et à me dire « Ah là là, j'aimerais bien faire autre chose avec le sexe, mais de différent. » Et c'est là où, du coup, le travail du sexe a commencé petit à petit à être réfléchi, conscientisé. Mais pourquoi, à 19-20 ans, tu faisais un lien avec le féminisme et le travail du sexe? Parce que dans le féminisme, il existe différents... Comme dans toute pensée, il existe différents féminismes. Et il y a notamment un féminisme qu'on appelle le féminisme pro-sexe, qui est une pensée qui consiste non pas à bannir ou à tabouiser le porno, l'érotisme, le sexe, etc., mais où justement à en faire un lieu d'émancipation, à en faire un lieu de réflexion, à politiser aussi la chose. Et il faut savoir que venant d'une famille catholique, ça a été très 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 tabou et ça a été même inexistant. On n'en parlait pas. Ma mère, la première fois que je lui ai dit que j'avais eu ma première fois, elle n'a rien dit ou des choses comme ça. Et du coup, je pense aussi que la curiosité que j'avais sur la sexualité est aussi en lien où j'avais eu aucune information de cette partie-là dans mon enfance, dans mon adolescence, et que du coup, j'étais en manque d'informations. Oui. Et que j'avais besoin d'en trouver. Et dans le féminisme, il y a cette partie-là où on veut en parler. Il y a des cercles de femmes, on en discute, il y a des cours pratiques même, etc., etc. Qui, eux, donc, ont pu t'apprendre effectivement les bases de ta sexualité. Exactement. Mais est-ce que ça veut dire qu'à cette période de ta vie, donc encore une fois quand tu avais la vingtaine, est-ce que tu penses que tu t'es dit, enfin, que tu as commencé à te poser des questions sur éventuellement pratiquer, toi, ce métier, donc le travail du sexe, parce que peut-être ça allait t'aider à toucher cette liberté que tu cherches depuis des années? Exactement. Et je pensais aussi que ça allait m'émanciper, c'est-à-dire que je me retrouvais face à des problèmes dans ma propre sexualité, dans la vie personnelle. Et je pensais aussi qu'à travers mon travail, je pouvais trouver des solutions. Je pouvais trouver des choses qui allaient m'aider, des outils qui allaient pouvoir, ou des ressources, ou des gens avec qui j'allais pouvoir discuter, avec qui j'allais pouvoir dialoguer, communiquer, partager aussi les vécus, les ressources, les outils pour avoir aussi une vie sexuelle épanouissante dans ma vie privée. D'accord, donc en fait tu cherchais aussi une certaine éducation de la part de ces inconnus, éducation que tes parents ne t'ont pas donnée sur la sexualité. Exactement. Et donc à quel moment, donc après que cette réflexion ait germé dans ta tête, à quel moment tu as franchi le cap la première fois? Est-ce que tu t'en rappelles? Je sais exactement la date. Ah ok. Alors dis-nous. C'était le 21 janvier 2021. Ok, ah donc il y a 3 ans et 3 mois. Exactement. Ok, alors raconte-nous ce 21 janvier 2021. Alors, en amont, j'étais en lien avec une femme qui est devenue ma meilleure amie après, qui, elle, a été TDS pendant des années, et du coup, avec qui j'ai commencé à dialoguer dessus. Et au fur et à mesure, elle m'a donné des ressources, elle m'a aussi montré les sites sur lesquels commencer, parce qu'en fait, tu peux pas taper sur internet comment commencer le TDS. Oui, ou une formation pour ou une TDS. formation pour TDS. Et du coup, à ce moment-là, j'avais déjà des outils. Elle m'avait donné un site sur lequel je me suis inscrite. D'accord. Et donc, sur ce site, tu peux vendre des vidéos ou proposer des spécialités. Donc, proposer, je sais pas, par exemple, des sessions Snap, par exemple, etc. Donc, j'ai fait mon petit profil. Je me suis présentée, j'ai dit qui j'étais. Et j'ai aussi fait une liste des choses sur lesquelles j'étais OK, sur les pratiques que j'allais faire. Par exemple, envoyer des culottes portées. Faire des vidéos avec des thématiques particulières. Faire des sessions Snap domination sur des sujets particuliers. Ce genre de choses. Donc que du virtuel pour l'instant? Que du virtuel au début. J'ai commencé par du virtuel et par du BDSM et de la domination, seulement. D'accord. Et donc là, tu commences à faire ce listing de choses que tu serais OK de faire. Et ensuite, après, souvent quand tu es nouvelle sur un site, tu es mis en avant. Donc du coup, tu as les clients qui viennent à toi. Et ensuite, il faut que tu gères si tu es OK de faire certaines choses, si tu es OK pour certaines spécialités. Il y a beaucoup de clients et beaucoup de demandes. Sauf qu'il y en a très peu qui vont être respectueuses, qui vont être OK pour tes conditions, etc. etc. Et ensuite, le client paye.
Et il y a une partie qui te revient à toi et une partie qui revient au site. Et tu te rappelles du montant que tu avais facturé cette première prestation? Alors les premières prestations, je les tarifais pas très cher et je crois qu'on était aux alentours de genre 1 euro la minute. Donc pour une cam de 15 minutes, c'était 15 euros. Ce qui est très très peu, je tiens à préciser. Ce qui est très très peu. Et donc là, donc cette première fois, tu trouves un client sur cette plateforme, te contacte. Et lui, il veut quoi? Il veut une session Snap, il veut un Skype, il veut qu'est-ce qu'il veut? Ouais, c'est principalement du Skype que j'ai fait. Donc vraiment, il paye la spécialité sur le site et ensuite il me donne son Skype ou je lui donne le mien et on se retrouve sur Skype et à ce moment-là, on commence. Voilà. On commence la cam et on fait ce qu'on a à faire. Mais alors, cette première fois, elle était comment? Comment tu te sentais avant d'allumer ta cam? Alors, j'étais chez mon frère et ma sœur. Et c'était très très stressant parce que mon frère avait capté que j'étais sur ce site-là. Donc mon frère est le premier à avoir su que j'étais TDS sans que je lui dise. Et la première, c'était une séance Snap et c'était du speed fetish. Donc c'est les gens qui sont excités avec la salive. Et du coup, je suis allée m'enfermer dans la salle de bain et j'ai fait une vidéo de moi en train de cracher. Non, je m'attendais pas à ça. Je crois que tu avais fait un Skype en fait la première fois. Non. Ah, donc tu as commencé par envoyer juste un snap de toi en train de cracher. Ouais, des vidéos. D'accord. Et donc il avait demandé un certain nombre de vidéos que tu as envoyées comme ça. Et lui, il te répond, il t'écrit ou juste envoie tes vidéos et puis ciao? Non, il écrit. Il te dit quoi? Souvent, notamment quand c'est des fétichistes, c'est très oh, j'adore ce que vous faites. Là, sur le coup, c'était beaucoup de bienveillance et beaucoup de vous êtes magnifique, vous avez des élèves super belles, etc., etc. Donc, il est juste en réaction, entre guillemets, aux vidéos. Il donne pas forcément d'ordre ou de dire attendez, crachez de telle manière, etc., etc. C'était juste une petite vidéo où ouais, il me parlait de ses réactions par rapport aux vidéos. Donc, tu as été payé 15 € pour montrer en fait ta salive. Ouais. Et donc, cette première fois, c'est bien passé. Oui. Et donc, tu as continué. Et donc, j'ai continué. Ouais. Alors, comment tu as continué au début? Eh bien, j'ai monté un peu mes prix. J'ai aussi commencé à me diversifier de plus en plus, donc à proposer plus de pratiques. Et j'ai continué. J'ai aussi fait des lives. Sur cette plateforme, on pouvait aussi faire des lives. Donc, tu mets ta caméra et tu vas parler, etc., etc. Et les gens tips ou te donnent de l'argent. Et ensuite, toi, par exemple, il y a ce qu'on appelle les flashs. Les flashs, c'est un certain prix pour montrer une partie de ton corps. Donc, par exemple, 10 € un flash poitrine. Et donc, tu montes ta poitrine, enfin, la personne paye, tu montes ta poitrine, et ensuite, par contre, tu l'enlèves. Donc, c'est vraiment un truc sur un instant T, quoi. Et souvent, le live permet aussi que les personnes te voient, parce que tu es en haut de page, parce que tu es en live, et du coup, après, ils viennent te chercher pour des spécialités. D'accord. Ça te rapporte des clients. Et donc, là, tu avais quoi, 20 ans? Ouais. Parce que là, on parle vraiment de tes débuts, de tes premières fois. Est-ce qu'il y a un moment dans tes débuts où tu as hésité? Ou est-ce que tu as eu peur de te lancer dans ce nouveau métier, ou du moins au début ce nouveau rythme, ou cette nouvelle exposition? Ouais. T'as eu peur? Ouais, j'ai eu beaucoup peur et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Par exemple, il y a des vidéos, les clients ont la possibilité de payer pour une vidéo personnalisée. Donc, ils payent un certain prix et toi, tu fais la vidéo. Ils te donnent soit un scénario, soit ils te disent, ben voilà, j'ai envie de voir ça, ça et ça. Et par exemple, il y a des vidéos que j'ai faites que je regrette à l'heure actuelle. Ah, pourquoi tu regrettes? Parce que j'ai quand même une éthique. Il y a des choses que dans la domination et dans le BDS sont mes limites, que je trouve pas bien, tu vois. Et du coup, il y a une vidéo que j'ai faite et que j'ai énormément regrettée. Et c'est notamment en lien avec les hommes qui adorent les vidéos de jeunes filles, qui adorent, donc on est sur, pas de la pédophilie, mais on est sur un fantasme qui est quand même en lien avec la minorité.
Mmh. Voilà. Mais enfin, comment tu as pu faire une vidéo dans ce sens? Eh ben, c'était par exemple un client qui m'avait du coup pris une vidéo personnalisée et qui m'avait dit est-ce que c'est possible que vous ayez des couettes? Comme la fille sur la vidéo qui t'a envoyée. Voilà. Et donc, chose que tu as fait. Chose que j'ai faite. Et après, je me suis sentie très, très, très mal. Et j'en ai parlé avec des collègues. Et ce qu'on fait dans ces cas-là, quand on sent que c'est quand même un fantasme qui peut être vraiment en lien avec, pas une pathologie, mais avec quelque chose qui est quand même très, très deep, très profond, on essaye de faire passer par un autre chemin. C'est-à-dire qu'à la place, imaginons le client te demande une vidéo où tu dois être une jeune femme mineure, on dit bah, peut-être que je peux jouer juste une jeune femme à l'université. Donc on essaye de faire monter. Ok. Pour... L'âge, enfin oui, l'âge du rôle que vous devez interpréter. Ouais. Et donc ça, tu avais fait cette vidéo à tes débuts, aujourd'hui tu regrettes, Oui. Mais bon, c'est normal, je pense que dans tous les débuts on fait des erreurs. Mais même, est-ce que psychologiquement, ça n'a pas été compliqué? Ou est-ce que pour toi c'était une évidence en fait de commencer ce taf? Moi j'étais hyper curieuse. Donc j'étais plus animée par la curiosité de voir plein d'hommes, hein, parce qu'il faut se rendre compte à quel point il y a beaucoup d'hommes qui sont sur ces sites, etc. Et je voyais ça un peu comme un travail de recherche, surtout que j'ai fait des études de sociologie, et c'était à ce moment-là. Et du coup, il y avait ce truc de cette curiosité d'aller voir les fantasmes des hommes, ce qu'ils aimaient et pourquoi ils aimaient ça et tout. Il y avait beaucoup de communication. Lors des Skype, par exemple, c'était pas seulement cette personne veut me voir avec un strap-on, donc avec un harnais et un gun, mais de discuter aussi avec la personne et de savoir pourquoi elle aimait ça, etc. Donc, c'était pas négatif, j'avais pas de peur. La seule peur que j'avais, c'est que quand tu commences du BDSM en tant que dominatrice, tu dois incarner la domination. Donc, tu dois avoir un truc, une sorte de charisme. C'est quand même un travail de performance. Donc, tu dois avoir confiance en toi. Et ça, c'était hyper dur au début. Oui. C'est très, très dur parce que toi, tu es juste une meuf de 20 piges, oui. Curieuse, certes, mais d'obliger un homme à se frapper les fesses avec, je sais pas, une cuillère en bois, bah, faut arriver à le dire, faut arriver à avoir le ton pour... à l'affirmer. Mais c'est... Enfin, tu as choisi donc toi d'incarner ce rôle de dominatrice donc, dans cette pratique, dans ce travail du sexe. Pourquoi? C'est parce que c'est une façon pour toi effectivement d'avoir le champ pour t'affirmer, pour éviter peut-être qu'on te sente vulnérable. Pourquoi ce choix d'être dominatrice et pas soumise? Parce que j'étais pas du tout d'accord et ok d'être dans une posture de soumise, donc d'être vraiment dans un truc où par exemple j'allais montrer mes parties génitales, où j'allais me masturber en face de clients et tout ça, parce que pour moi j'arrivais pas à trouver de plaisir là-dedans. Donc le fait d'être dominatrice, c'était aussi de trouver un plaisir, et il y avait aussi une question de pouvoir. D'avoir le pouvoir, c'est-à-dire que l'espace de 15 minutes, 20 minutes, tu as un homme, il t'a donné ce qu'il aimait et toi tu lui donnes des ordres sur ce qu'il doit faire. Du coup c'est hyper puissant de se dire bah voilà, je décide de ce que tu fais à l'instant T. Et pour une fois, quoi, les rôles sont inversés? Exactement. Le rapport de domination change. Parce qu'il y a aussi, je pense, un engagement féministe peut-être aussi en choisissant de dominer l'homme. Exactement, il y a un rapport de domination qui se fait où, par exemple, j'ai en face de moi un homme de 40 ans qui a sa baraque, qui est employé, qui gagne beaucoup d'argent, etc. Et l'espace d'un instant, il est en adoration devant moi, il me dit faites ce que vous voulez de moi, etc., etc. Donc là où, par exemple, si je marchais dans la rue avec ce même homme, on me regarderait différemment et lui aurait plus de pouvoir que moi. Là où finalement, dans les spécialités que je proposais, c'était moi qui étais au-dessus de lui. Donc il y avait cette question-là de retourner les rôles, pour une fois d'être celle qui décide, qui donne les ordres. Et il y avait aussi une sorte de guérison, de guérir des traumas. Et ça, c'est quelque chose que je cache pas du tout. Le fait de prendre cette position de domination, moi, elle m'a aussi permise de reconnecter avec les hommes
d'une manière profonde, où je vois plus maintenant les hommes comme des agresseurs, des harceleurs, ou je sais pas, plein d'autres termes qu'on pourrait utiliser, des dominants. Mais je les vois aussi comme des êtres humains, parce que j'ai fait la paix, parce qu'il y a des hommes qui certes ont l'air de dominer, mais qui finalement sont pas forcément ok avec ça. La domination t'a permis de guérir lesquels de tes traumas? Lequel en particulier? Moi, ça m'a permis de prendre confiance en moi, et du coup, par exemple, le harcèlement de rue, Okay. eh ben, je le vis plus de la même manière. Parce que aujourd'hui, j'ai fait des pratiques qu'on appelle notamment le ballbusting, qui considère... le ballbusting, c'est une pratique BDSM qui consiste à frapper dans les couilles d'un homme pendant beaucoup de temps. Ça ou fait pas. mal? Ça fait très mal, c'est très douloureux. Okay. Et de faire cette pratique avec des hommes, ça fait que maintenant, si je me fais harceler dans la rue et que la personne veut aller au contact, ou que la personne vraiment est une personne que je considère comme potentiellement dangereuse, je sais que j'ai la capacité en moi, s'il est violent avec moi, de lui faire un énorme coup dans les couilles. Et du coup, je sais pas s'il arrivera à se relever après. C'est ouf! Il y a quelque chose de l'autodéfense. Ok, donc c'est hyper intéressant en fait de comprendre que effectivement la domination aujourd'hui t'aide à avoir même plus confiance face aux hommes dans la rue. Exactement. Et de te sentir plus protégé en cas d'agression. Ouais. Aujourd'hui, comment tu fais? Comment s'organise un rendez-vous? Comment se prépare un rendez-vous? C'est-à-dire, est-ce que c'est le client qui te contacte? Si oui, comment? Est-ce qu'une fois que c'est acté, est-ce qu'il y a un contrat qui respecte? Donc comme tu le disais juste avant, est-ce que s'il ne respecte pas, il se passe quoi? Comment tu factures? Alors déjà, il faut savoir que j'ai commencé en virtuel, mais qu'ensuite après, je suis passée au réel. Donc je suis passée à la rencontre avec les clients. Donc à partir de là, moi, tous les rendez-vous se passent via les réseaux sociaux. Donc via Twitter, via Instagram. Ok. J'ai un texte déjà préparé pour dire où est-ce que je reçois mes tarifs, les pratiques que je fais. Et ensuite, je vais poser aussi des questions. Je vais poser les questions des pratiques pour cette personne, les limites. Je vais aussi demander un acompte pour qu'il y ait une partie qui soit payée à l'avance, parce que sinon c'est trop facile. Il y a beaucoup trop de personnes qui mettent des lapins. Et aussi, je vais poser des questions pièges. Et ça, c'est très important. Et c'est une chose que j'ai appris sur le tas. C'est-à-dire que à un moment donné, donc il faut s'imaginer que la conversation, c'est une négociation. On négocie. C'est-à-dire que je donne mon cadre, lui veut ça, ok, comment on fait, combien de temps, etc. Donc il y a vraiment un dialogue qui se fait en amont, et c'est important de l'avoir, parce que quand c'est trop vite, souvent, ça veut dire que c'est pas bon. Les énergies vont pas être les bonnes. Faut être sûr que le client, il connaisse ton univers. Chaque dominatrice domine différemment, domine avec qu'est-ce qu'elle incarne en tant que dominatrice. Et la question piège, c'est pas une question piège, mais à un moment donné, dans ta négociation, tu vas dire non à quelque chose. Tu vas dire non pour l'heure, tu vas dire non pour une pratique, tu vas dire non pour quelque chose. De ce non, tu vois comment la personne réagit. Il y a plein de manières différentes de réagir. Il y a les clients qui augmentent les prix, qui disent vous faites pas cette pratique, mais est-ce que si je rajoute 200 balles, vous pouvez la faire? Donc on est sur quelque chose quand même de pas très sain, parce que du coup, il n'entend pas ton non. Il y a les gens qui victimisent un peu, qui se disent oh non, c'est vraiment trop dommage, j'avais trop envie de vous voir, vous êtes sûr, etc. Il y a les gens qui respectent et qui disent ok, d'accord. Et en fait, ça te permet de voir, cette petite stratégie te permet de voir comment le client il répond à un non. Et du coup, potentiellement, s'il y a rencontre, comment il va répondre si à un moment donné, non, là tu fais pas ça, non, ça c'est pas bon, tu poses pas ta main là, tu fais pas ceci, tu m'appelles pas comme ça, etc. Hyper malin. Hyper malin. Et donc quand tu sens que, enfin quand tu as une réponse que tu ne sens pas à ce non, tu n'y vas pas. Non, je n'y vais pas. Et si donc tout se passe bien et qu'il te répond correctement à ce non, comment se passe la suite? Alors, comment se passe la suite? La suite, c'est un acompte qui est donné via une plateforme de paiement. Ça peut être différentes plateformes de paiement. Vraiment, il y en a énormément, on s'en rend pas compte. Ça peut être Revolut, ça peut être PayPal, Lydia. Ça peut être Lydia, ça peut être aussi des bons d'achat Amazon. Enfin, il y a plein de choses. Ça dépend aussi de la domina. Ça dépend de chacune. Domina, donc celle qui domine. Exactement. Pour ceux qui comprennent Dominatrice, domina.
Et du coup, une fois que le paiement il est fait, dans ce moment-là, j'envoie l'adresse, on décide de l'heure et du jour. Et à ce moment-là, normalement les clients le font d'eux-mêmes, mais parfois ils ne le font pas. Une journée avant ou quelques heures avant, ils te recontactent pour dire est-ce que c'est toujours ok, est-ce que c'est bon, etc., etc. Et puis ensuite, on se retrouve le jour même à l'heure J avec les pratiques qu'on a décidé de faire. Donc moi avec le matériel que je dois apporter et notamment lui, potentiellement s'il a aussi des accessoires. Et on se retrouve sur le moment. Parce que donc c'est toi qui donnes l'adresse. Oui, c'est moi qui donne l'adresse. Tu vas jamais chez eux. Alors, je vais chez eux quand, par exemple, c'est des personnes handicapées qui ne peuvent pas se déplacer. Okay. Je vais chez eux quand c'est des habitués que je connais bien, en qui j'ai confiance. Et petite particularité, c'est que moi, je ne vais jamais à l'hôtel. C'est-à-dire que je reçois chez moi. Ah, avec ton copain? Non, je ne... qui est là pour s'assurer que tout se passe bien. Et te défendre en cas de problème. Ah, ils viennent chez toi? Oui. Et donc, tu te sens plus en sécurité que les inconnus et que tes clients viennent chez toi? Alors ça, c'est un grand débat qu'on a, même avec des collègues, quand je leur dis ça, qu'elles me disent, mais c'est pas du tout sécure. Eh bien si. Pourquoi c'est sécure? Parce que si tu es chez un client, tu es dans son espace. Donc, il connaît sa maison et il a, entre guillemets, une sorte de... Il domine l'espace, il connaît son espace, et toi tu arrives en tant qu'étrangère. Donc tu ne sais pas où tout est. Tu arrives et voilà. À l'hôtel, c'est un lieu neutre. Mais le problème, c'est que c'est très difficile en tant que TDS régulière d'aller à l'hôtel. Le bruit, etc. peut déranger. Souvent, ça se voit aussi. Donc, moi, j'aime bien recevoir parce que je sais où toutes mes affaires sont. Et que quand il rentre dans cet espace-là, c'est moi qui domine. C'est moi qui suis dans mon espace. On en parlait brièvement. Tu as un petit copain. Et donc, vous habitez ensemble? Non. Ah, d'accord, ok. Donc, effectivement, il n'est pas là quand tu reçois tes clients. Mais en revanche, comment lui, il vit? Comment il a compris ou pas ton métier? Il est très courageux parce que c'est quand même quelque chose qui l'insécurise. Qui l'insécurise pour ma sécurité, en soi. Et puis qui l'insécurise le fait que quand même je reçois des gens, et même si c'est du BDSM, ça reste une partie de la sexualité. Donc c'est quand même, dans mon travail, faire du sexe avec d'autres personnes, même si c'est tarifé. Et du coup, il y a plein de peurs qui sont en lien avec ça. Il y a la peur de, ça se trouve, rencontrer un client qui est trop chouette, super, et voilà. Oui. Et on se dit, oh, ça pourrait peut-être matcher, etc., etc. Parce que l'amour est partout. Exactement. On le sait. Il n'y a pas aussi un risque de transmission d'IST, d'MST Alors, ça, c'est vrai. C'est vrai, en effet, hein, tu passes, entre guillemets, tes journées à... y a des fluides, etc., oui. etc. Ou un risque même d'herpès. Exactement. Mais il y a un truc, et ça, dans mon entourage, encore une fois, c'est pas toutes les TDS, etc. Mais je trouve quand même que les TDS sont peut-être les personnes qui vont faire le plus de tests IST. Oui, donc les plus safe. On est quand même hyper... C'est-à-dire qu'on en fait toutes les 2 semaines. Et par exemple, pour faire aussi du porno, le porno, on nous demande de faire des tests IST, mais pas seulement au niveau des parties génitales, mais aussi au niveau de la bouche, parce qu'on peut aussi transmettre des IST à travers la bouche. Et donc, il faut se rendre compte que... une fois tous les mois minimum, voire 2 fois par mois, on fait des tests IST. Donc ça nous permet de prévenir, d'être sûr que tout se passe bien. Et ensuite, on a l'utilisation des protections, c'est-à-dire gants en latex, c'est-à-dire préservatifs. Si jamais, alors moi je ne le fais pas, mais il y a aussi des femmes qui font anulingus, cunilingus, etc. etc. On demande aussi les tests IST Ah ouais, on les demande aussi. D'accord. Donc ça veut dire que tu ne couches pas avec n'importe qui? Ouais. Mais déjà, moi, alors ça dépend ce qu'on appelle coucher, mais avoir un rapport pénétratif avec un homme, ça, j'en ai jamais fait. Je n'ai jamais... Il n'y a aucun pénis de client qui est venu en moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, toi, c'est une de tes limites. Ouais, moi, on ne me fait pas de cul, on ne me fait pas d'annulation, on ne m'embrasse pas. S'il y a du contact physique, c'est moi qui vais vers lui. Si j'ai envie de faire un câlin à un client, je le fais, mais lui, il y va pas, quoi.
D'accord. Donc toi, tu t'es imposé ces limites-là pour peut-être différencier les relations que tu as avec tes clients de celles avec ton copain? Ouais. Oui, de vie privée, vie publique. Oui. Moi, la seule pratique sexuelle que je fais, c'est la masturbation. Et en plus de ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Mais en fait, il faut toujours que ça soit en lien avec le fait que j'aime ça, avec le fait d'aimer le faire, et d'aimer le faire à n'importe qui. Mais donc toi, concrètement, aujourd'hui, quelles prestations tu proposes et à quel tarif alors? Alors, moi, je vais proposer tout ce qui est BDSM et je me suis construit un personnage, une identité, notamment avec le sadomasochisme. Donc moi, j'aime beaucoup les pratiques qui sont douloureuses. Okay. Donc ce que je te disais, il y a ce qu'on appelle le CBT, c'est Cock and Bull Torture, donc c'est la torture des couilles et du pénis. Et du coup, ça va être par exemple frapper dans les couilles, ça va être pas mal de choses comme ça. Ensuite, il y a quelque chose que j'adore faire, c'est ce qu'on appelle l'edging et le tease and denial. L'edging, c'est branler un homme pendant très longtemps sans jamais le faire jouir, mais en le faisant monter tout le temps pas loin de l'orgasme et le refaire redescendre, et le faire remonter, et le faire redescendre. Et c'est vraiment, moi, c'est hyper satisfaisant, mais ça peut être très stressant quand ça fait 40 minutes qu'on t'as pas éjaculé, tu vois. Et t'as le tease and denial, c'est teaser le mec, mais être dans le déni. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je tease et ensuite je fais de l'edging. Je vais aussi faire tout ce qui va être ce que j'appelle le sensational play. C'est ce que je conseille pour les personnes qui débutent le BDSM, c'est tout ce qui va être jeu de sensations. Donc ça va être avec plein d'accessoires, des choses douces, des choses moins douces. Il y a notamment le wax play, c'est une pratique qui consiste avec des bougies, mais des bougies spécialisées pour ça, à mettre de la cire sur le corps de la personne. Ah ouais. Ouais. Okay. Et c'est très sympa de faire wax play, donc de mettre de la cire sur le corps de la personne et ensuite d'avoir des glaçons pour aller faire ce jeu de très chaud et froid. Okay. Ça ne brûle pas, je tiens à préciser, si tu utilises les bonnes bougies. Ok. Donc ça, c'est autant de prestats que tu proposes. Ouais, et moi, ma grande particularité, là où je me suis spécialisée, c'est l'anal. Il y a différentes pratiques. Il y a le pegging, qui est de la sodomie. Il y a aussi le massage prostatique. Le massage prostatique, ça consiste juste à aller stimuler la prostate à l'aide de doigts. Et ensuite, après, ça peut aller à des pratiques beaucoup plus hardcore, qui est le fist. Donc le fist, c'est mettre son poing ou sa main. Et ensuite, il y a le deep fist. Donc c'est aller mettre jusque ça. Ça rentre? Oui, j'ai déjà fait. Si, j'ai déjà fait. Et j'ai fait aussi le double fist, qui est le fait de mettre les deux mains. Ah ouais, ça rentre. Je trouve ça ouf. Le corps humain incroyable, par contre, t'as intérêt à faire un lavement avant, qui est très important. Alors maintenant, le prix de chaque proposition, prestation. Alors moi, j'ai une particularité. Chaque TDS fait comme elle ou il le veut. Moi, je fais à l'heure. Donc, j'ai commencé le TDS par 150 € l'heure. Et maintenant, je suis passée à 250 € l'heure. 250 € l'heure, 500 € les 2 heures, 400 € l'heure et demie. D'accord. Et voilà. Ok. Donc là, on est sur des tarifs que sur des prestations forcément présentielles. Ouais, ça c'est seulement les ouais. Ok. Donc toi, aujourd'hui, tu fais ces prestations donc en présentiel, mais tu as toujours donc des prestations virtuelles. Oui. Beaucoup moins qu'avant, mais oui. C'est-à-dire que tu dois gérer justement tes prestations virtuelles sur ces différentes plateformes. Tu dois gérer forcément aussi la communication avec les clients et les futurs clients. Et tu dois aussi faire ces prestations en présentiel avec les clients qui t'ont contacté en amont. Comment tu t'organises? C'est très compliqué. Non, parce que du coup, tu es toute seule. Oui. Enfin, tu es auto-entrepreneuse. Oui. Comment tu t'organises pour tout ça? Parce que toi, tu es la seule, c'est ça qui... Enfin, il n'y a pas quelqu'un qui trie les clients pour toi, ou il n'y a pas quelqu'un qui dit oui ou non à ta place. Donc, comment tu fais? Comment ça se passe une semaine type d'une travailleuse du sexe qui s'appelle Charlie? Alors, une semaine type, il y a plusieurs choses à faire dans une semaine. Et je tiens aussi à préciser que je suis actrice porno pour une boîte allemande de porno féministe et éthique. Donc, il faut rajouter ça en plus. Ah bah, ok. Parce qu'au fur et à mesure de mon parcours, j'ai élargi pour avoir différents revenus pour différentes choses. D'accord. Mes semaines type, c'est création de vidéos. Donc, je fais des thèmes que j'ai envie de faire. Soit c'est des thèmes, soit c'est des pratiques, soit c'est aussi des petits trucs, je sais pas, des jeux de rôle.
Par exemple, j'ai envie d'être une sorcière, je vais faire une vidéo sur le thème du cosplay, etc. Donc, liste des vidéos, je les tourne, je les monte. D'accord. Ensuite, il y a une énorme partie qui va consister à les diffuser sur les 4 plateformes sur lesquelles je suis. Et du coup, à les diffuser de manière à ce qu'elles soient régulières. La régularité est très très importante, notamment quand tu fais des vidéos ou du contenu sur Internet. Donc, tu les programmes. Tu fais ça. Donc ça, c'est toute la partie virtuelle. La partie réelle, c'est quand, de toute façon, j'ai un téléphone pro. Quand il y a une question, quand il y a un message et tout ça, je réponds. Soit, si j'ai le temps, je fais une réponse sur le moment personnel. Soit, si j'ai pas le temps, je fais une réponse. J'envoie ma réponse automatique. Et de là, je vois les réponses qu'on me donne, etc. Et en fonction, si la personne... J'ai une règle qui est que la personne, si elle veut prendre rendez-vous, c'est maximum 2 jours avant. Oui. Parce que pour le jour même, non, c'est pas possible. Exactement. Ça paraît normal. Exactement. D'accord. Et ça rapporte bien? Écoute, depuis que j'ai commencé, les débuts ont été... Depuis que j'ai commencé full-time, donc à plein temps, ça a été difficile au début. Et c'est très fluctuant, c'est comme dans le commerce. C'est-à-dire qu'il va y avoir des mois que tu vas faire qui vont être énormes. Donc, énorme à quel point? Voilà, j'allais dire, il y a un gros mois que j'ai fait, parce que j'ai fait un tournage porno pour une boîte, j'ai fait 4000, par exemple. D'accord. 4000, pour moi, c'est un énorme mois, faut dire. Mais ce qui n'est pas énorme, en vrai. Et ce qui est pas... Oui, ce qui est pas... Oui. En fait, excuse-moi, parce que petite parenthèse, mais c'est vrai que tout ce qu'on entend, parce que toi en plus, bon, tu es sur ces fameuses plateformes Mime, OnlyFans et en plus sur d'autres beaucoup plus spécialisées, parfois on entend des sommes qui sont à 5-6 chiffres, 4000, oui c'est un très beau salaire, on va pas se mentir, pour toi et moi c'est très bien, mais c'est vrai que des gens, je pense, vont se dire, mais comment elle peut gagner que 4000? Ça veut dire, elle gagne si peu alors qu'elle vend son corps? Tu vois? Ils vont dire ça, les gens. Et oui, mais en fait, il faut se rendre compte que il y a plein de choses à faire dans ce travail. Je pense que je gagnerais beaucoup plus si j'étais une dominatrice avec une image. En fait, il y a aussi ça. Hein. On vend pas son corps, on vend rien du tout, mais on a une identité qu'il faut préserver, qu'il faut construire pour que ça tape dans l'œil pour le client. Et si tu vois, les hommes, ce qui fantasme énormément, c'est se faire dominer par une femme. Mais attention, pas n'importe quelle femme. Une femme qui soit belle aux yeux de la société, une femme qui les excite, une femme, je suis désolée, mais qui reprend en fait tous les codes de la société. Donc qui soit fine, qui soit blanche, qui soit assez classique aussi. Il y a une... Toi, finalement. Ouais, franchement, moi je rentre vraiment dans les codes et pour ma part, je trouve que je gagne beaucoup et tout. Après, il y a aussi plein de clients qui adorent les femmes qui sont grosses, etc. etc. Oui. Est-ce que les travailleuses du sexe déclarent leurs revenus? Alors, moi, je déclare mes revenus et tous mes revenus. Donc, même les réels qui sont souvent en liquide, je les déclare. D'accord. Parce que si jamais un jour j'ai envie de changer d'appartement, eh ben, il me faudrait une fiche de paye qui montre que j'ai bien tout cet argent-là, tu vois. Alors que si tu fais au black, entre guillemets, donc que tu gardes cet argent liquide, chose qui peut être faite, hein, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu vas, certes, sur l'instant T, ça va être plus simple, mais le problème, c'est que si, par exemple, toutes tes fiches de paye, elles sont à 1002 tous les mois, eh ben, pour avoir un appartement plus grand, ça va être compliqué. Parce qu'en fait, les gens se disent que ce n'est pas un métier parce que, selon eux, on ne peut pas avoir comme métier la vente de son corps. Et c'est là où, pour moi, il y a aussi un truc intéressant, c'est que il faut faire, je pense, comprendre aux gens que être TDS, ce n'est pas vendre son corps, mais c'est proposer des prestations sexuelles tarifées. Exactement. Et donc, je pense que les gens font effectivement l'amalgame et que c'est bien et important d'avoir des témoignages comme le tien pour comprendre qu'effectivement être auto-entrepreneuse dans de l'onglerie ou dans travailleuse du sexe, finalement vous rencontrez tous le même problème. Et cette question de vendre son corps, c'est hyper intéressant parce que dans beaucoup de métiers, tu utilises ton corps. Enfin, une caissière, elle utilise ses mains pour faire passer les articles. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc où ça veut dire quoi, vendre son corps? Enfin, moi, je tiens à préciser que là, je parle que au nom de moi. Moi, je vends des prestations et je vends aussi mon image. Parce que ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que mon image,
il faut se rendre compte quand même, et ça c'est une prise de conscience qui est importante à avoir, à partir du moment où tu as une vidéo, même si elle est payée, sur une plateforme payante, tu mets ton image là-dedans, potentiellement, tu as un nombre incroyable de chances que cette vidéo se retrouve sur Pornhub et sur d'autres plateformes qui sont, elles, gratuites. Et ça, c'est hyper important de le prendre en considération et d'y réfléchir avant de commencer à faire quoi que ce soit sur les réseaux. Mais il y a aussi un risque, peut-être, de ne pas pouvoir faire autre chose après. Ah oui. C'est-à-dire que toi, est-ce que tu penses finir toute ta vie dans le travail du sexe? Est-ce que tu penses à une reconversion? Et si oui, laquelle? Et est-ce que tu penses qu'elle est possible, cette reconversion? De par ma personnalité et de par beaucoup de choses, et là je suis en train de travailler justement sur des gros projets, je pense que je n'arrêterai jamais le travail du sexe, donc je n'arrêterai jamais de travailler dans la sexualité. Mais en revanche, travailler dans la sexualité, ça peut être plein de choses. Et du coup, je continuerai à faire ça. En revanche, je suis sûre que je ne voudrais plus être dominatrice à 40 ans. Donc tu as eu un petit peu aussi, j'ai envie de dire, tu as eu ta revanche, entre guillemets, sur la petite Charlie, c'est ça, qui a besoin de liberté, d'émancipation et de se sentir à sa place. Ouais. Aujourd'hui, c'est le cas. Ouais. Tu es libre, émancipée, tu aimes ton métier, tu es passionné par ton métier, en plus tu y retrouves un peu ta passion pour l'art, et tu réussis à ouvrir les esprits de tes parents. Ouais. Et c'est aussi ce que je veux faire dans les interviews. C'est ouvrir le dialogue en fait sur la sexualité, mais au sens général du terme, quoi. C'est se poser la question de c'est quoi mes fantasmes, c'est quoi mes envies, tu vois. J'avais une dernière question à te poser. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une fille, à une femme qui a 18, 20 ans et qui réfléchit, comme toi, à 18, 20 ans, à se lancer sur les plateformes ou à commencer justement le travail du sexe en rencontrant des clients? En vrai, je pense que ce qui est très important, c'est de se renseigner, de prendre la température, donc par exemple d'aller sur ces sites et de voir comment ça se passe. Moi, une chose qui m'a vraiment aidée, c'est de discuter avec des collègues parce qu'elles m'ont permis de faire attention, à sa sécurité. Donc il y a vraiment des codes, il y a des choses qui sont importantes pour sa sécurité. Faire attention aux clients quand même. Donc c'est un peu de prendre la température, c'est un peu de se renseigner. Le temps aide beaucoup. Si jamais c'est quelque chose, une envie, une passion, une curiosité, go for it, quoi. Moi, je voulais vous dire aussi merci d'être arrivé jusqu'ici de cette vidéo. Merci d'avoir écouté Charlie. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker ce témoignage. Et même si ça ne vous a pas plu, likez ce témoignage et abonnez-vous à ma chaîne. Merci. Qu'est-ce que vous ressentez ?